la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de la nouvelle édition du cycle L'art en histoire, consacré à la représentation du corps dans l'art, Guillaume Farroux analyse les chefs-d'œuvre de la peinture galante du XVIIIe siècle. Merci beaucoup pour votre invitation. Et donc, tout de suite, je dois attirer votre attention sur le fait que le titre de la conférence a été légèrement amendé. Donc, il est toujours question de corps amoureux en un siècle galant et libertin, juste pour vous préparer au fait que un certain nombre de corps que vous allez voir ne seront pas du tout dévêtus. Voilà. Terrible consternation, d'ailleurs un brouhaha dans la salle, je le sens tout de suite. Et puis, c'est une petite pirouette aussi que je m'accorde, puisque j'avais déjà un peu œuvré sur ce titre comme ça, un peu dynamique, entre deux axes, entre galanterie et libertinage, au moment de l'exposition Fragonard amoureux, qui avait été présentée au Musée du Luxembourg en 2015. Et pour moi, c'était un des premiers moments de publication, de réflexion autour de la représentation du désir et de l'imagerie amoureuse. On peut considérer l'imagerie érotique dans un sens plein, tout ce qui concerne l'amour, depuis le plus débridé jusqu'au plus chaste, au plus sublimé. Et donc, il était question de Fragonard pris entre ces deux pôles, de la galanterie et du libertinage, et c'est ce que je vais vous proposer encore aujourd'hui. Alors, nous sommes à la Bibliothèque nationale. Je vois que la Bibliothèque nationale vous a préparé une copieuse bibliographie, mais moi-même, je vais consteller cette présentation de référence à des ouvrages qui m'ont inspiré, qui ont été des ouvrages qui m'ont fait réagir, aider à essayer d'y voir plus clair dans la construction d'une réflexion autour de cette représentation du sentiment amoureux et des comportements amoureux au XVIIIe siècle. Alors, en totale immodestie, je mets bien en exergue, et mon éditeur sera constant, je l'espère, le livre que j'avais publié il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle L'amour peintre, et qui était vraiment consacré de manière très large à cette question de l'imagerie érotique, donc l'imagerie amoureuse en France au XVIIIe siècle. Mais par ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, je dois rendre hommage aussi aux productions de la Bibliothèque nationale, puisque parmi les manifestations qui m'ont marqué, il y avait une exposition qui avait été présentée ici même, à Tolbiac, en 2007, qui était consacrée à l'enfer de la Bibliothèque nationale, donc Héros au secret, et qui était extrêmement intéressante. La thématique était plus large chronologiquement, puisque en gros on allait quand même plutôt de la Renaissance, du XVIe siècle jusqu'à l'époque moderne, voire contemporaine, et en convoquant principalement 2 fonds, enfin le fonds de l'enfer, donc plutôt le fonds de la réserve des livres rares, ici même à Tolbiac, où il y a beaucoup d'ouvrages qui m'intéressent et dont je vous parlais aujourd'hui, qui sont conservés, et puis aussi le fonds au département des Estampes, qui est aussi, il y a aussi un enfer dans le département des Estampes, c'est le fonds Réserve libre, où il y a un certain nombre d'images gravées du XVIIIe siècle qui présentent des corps, souvent dénudés, en situation de désir, en situation de consommation du désir. Je vous renvoie au catalogue, et l'exposition était vraiment très, très impressionnante pour ça. Un autre ouvrage qui a été marquant, et donc c'est l'autre pôle, c'est un ouvrage d'Alain Viala, La France galante. Alain Viala, c'était un grand, je dis c'était hélas parce qu'il est décédé récemment, un grand spécialiste de l'histoire de la littérature au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui s'est beaucoup intéressé au phénomène galant comme un phénomène culturel, comme un phénomène identitaire pour l'identité française au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc, l'ouvrage était quasi contemporain de l'exposition de la Bibliothèque nationale que j'évoquais. Et puis j'évoque aussi une exposition récente de 2021 qui a été présentée sous la direction de Annick Lemoine au musée Carnavalet, au musée Cognac-Jay, l'Empire des Sens, et qui s'intéressait donc là à l'imagerie la plus charnelle au XVIIIe siècle entre Boucher et Greuze. Donc voilà un petit peu. Mais vous verrez, je présenterai d'autres ouvrages au cours de cette présentation. Alors, la première partie de la communication, ça sera la plus chaste, j'espère, la plus décente, où il va être question des corps,
dans les codes de la galanterie au XVIIIe siècle, de leur attitude, de leur maintien, de leur vêture aussi, hein, donc d'où mon effet d'annonce. Et avec cette présentation préliminaire indispensable que la galanterie dans toute la France du XVIIIe siècle, au fond jusqu'à la Révolution française, c'est un code de comportement pour les élites qui est identitaire, qui correspond très profondément à une forme d'identification de la culture des élites françaises. Je vais commencer la conférence un peu comme j'avais commencé mon livre L'amour peintre, avec cette image qui est due au très grand peintre François Boucher, qui est le peintre le plus brillant du siècle de Louis XV. Il terminera sa carrière comme directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, comme premier peintre du roi. Là, on est beaucoup plus tôt, on est en 1734, et il participe à un ouvrage extrêmement ambitieux, qui est un ouvrage, une publication des œuvres de Molière, illustrées, donc un ouvrage luxueux. Et donc, les planches d'illustration sont dues à François Boucher. Et une qui me semble les plus intéressantes pour le propos, c'est l'illustration de cette pièce de Molière, cette petite comédie-ballet qui s'appelle Le Sicilien ou l'Amour peintre, où il est question donc d'un gentilhomme français qui est amoureux, qui se fait passer pour un peintre pour approcher celle qu'il aime. Et celle-ci a cette réflexion: les Français ont en eux quelque chose de galant, de poli, de galant, que n'ont point les autres nations. Donc c'est poser déjà cette identification entre galanterie et identité culturelle française. Les critiques, les historiens, les spécialistes de l'œuvre de Boucher présentent un peu cette comédie, qui est une comédie très, très séduisante, aussi comme une sorte de manifestation d'un déplacement de la prééminence culturelle en Europe depuis l'Italie vers la France, puisqu'il y a une rivalité amoureuse entre ce jeune peintre, ce gentilhomme peintre, et son rival, qui est un noble sicilien qui tient la dame sous sa garde et sous sa coupe jalouse. Et effectivement, sur l'image, on voit donc les deux amoureux qui adoptent les codes et les postures qui sont celles vraiment de l'orthodoxie galante, avec la dame qui trône en situation de prééminence, mais elle trône mais d'une manière souple, gracieuse, si je puis dire. Je reviendrai sur ces notions. Et elle accorde sa confiance et probablement son cœur à son amant français, qui est dans une attitude tout à fait galante, de respect, de soumission par rapport à la dame, avec cette génuflexion qui est assez caractéristique de la posture du corps galant. Alors je ne vais pas faire un développement sur la galanterie, parce que sinon la conférence sera encore plus longue, mais en gros, donc cette valeur que les élites culturelles et intellectuelles françaises de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime accordent à l'amour comme un vecteur de civilisation. En gros, elle marche à travers les générations, depuis Charles Perrault et la querelle des anciens et des modernes, qui est un des signes justement d'affirmation de la prééminence culturelle de la France, de tout ce que la France moderne apporte à l'Europe en termes de civilisation, et où Charles Perrault, dans ses entretiens du parallèle des anciens et des modernes, affirme justement qu'il y a une nouvelle manière de faire l'amour, de faire la cour, d'une manière beaucoup plus sophistiquée et spirituelle, qui se distingue des manières plus grossières qui étaient pratiquées antérieurement, qui est perpétuée par le clan des modernes, notamment dans le salon de Madame de Lambert, qui est une des grandes personnalités éminentes des premières décennies du XVIIIe siècle, un salon qui est fréquenté par Fontenelle, donc un des grands représentants du clan des modernes, mais aussi Montesquieu, mais aussi Marivaux, et qui elle-même aussi réaffirme dans certains des textes qui ont été publiés sous son nom cette importance de la galanterie pour la sociabilité, de ce rapport entre les hommes et les femmes, de cette sociabilité, de cette société entre les hommes et les femmes plus civilisée, et où le rapport amoureux, un rapport extrêmement stylisé, respectueux, sincère, et le diapason du comportement idoine. Et aux générations suivantes, donc je vous présente deux figures incontournables de la France des Lumières, donc Rousseau et Diderot,
Rousseau qui place avec son roman La Nouvelle Héloïse le best-seller de l'Europe du XVIIIe siècle, toute une réflexion autour de l'amour, des manières conformes, sensibles, morales de pratiquer une passion amoureuse qui soit sincère, qui se distingue de la galanterie, qui se distingue fondamentalement du libertinage, mais qui est au cœur de sa réflexion. Et plus encore, Diderot, dans l'encyclopédie, dans l'entrée qui est consacrée à l'amour, qui dit j'oserais dire que quiconque est vertueux est capable d'aimer. Je ne crains rien pour les mœurs de la part de l'amour. Il ne peut que les perfectionner. Donc il y a vraiment cette idée que le comportement amoureux, un type de comportement à définir à chaque fois, est absolument indispensable pour le raffinement, le processus civilisationnel. Alors, donc voilà pour ce préambule. On va s'intéresser donc à la France galante qui s'établit au cours du XVIIe siècle. On estime que parmi les textes fondateurs de cette galanterie à la française qui raffine le sentiment amoureux, il y a d'abord le texte d'Honoré d'Urfé, donc l'Astrée. C'est une pastorale, donc avec des bergers totalement utopiques, totalement idéaux, situés dans la France, mais une France idéale qui est la Gaule, en fait, du 5e siècle après Jésus-Christ. Ce sont des bergers qui, en fait, ont consenti à être bergers. Alors, ils s'occupent éventuellement de leurs troupeaux, mais enfin, ils s'occupent surtout de raffiner le sentiment amoureux, avec deux personnages principaux, l'Astrée, la bergère, et Céladon, qui est son amoureux perpétuel, parfaitement fidèle, parfaitement sincère, parfaitement en soumission à sa dame. Et donc c'est ce sentiment amoureux où la sensualité est présente, mais très jugulée, très fortement jugulée par un rapport de soumission à la dame qui est un des maîtres étalons du comportement de la galanterie française, qui va continuer d'être exploré, raffiné, explicité par d'autres grands littérateurs, romanciers, poètes au cours du XVIIe siècle, notamment dans l'entourage de Madeleine de Scudéry, donc avec la Clélie, la fameuse carte du tendre, où on établit des parcours amoureux, on distingue les parcours amoureux qui sont adéquats et ceux qui ne le sont pas, donc entre l'écueil du lac d'indifférence, la mer des passions charnelles, de l'activité, et un parcours qui serait un parcours, lui, progressif, respectueux, qui serait le parcours qui correspondrait à cette galanterie nécessaire. Bon, je vais terminer avec ce préambule, juste en indiquant quand même que le règne principal du XVIIIe siècle en France, c'est celui de Louis XV, qui est un règne très long, qui couvre presque 5 décennies. La dénomination des rois, elle fait sens. Louis XIII était Louis le Juste, Louis XIV était Louis le Grand, Louis XV sera le Bien-Aimé. Là aussi, c'est intéressant au niveau idéologique, cette idée d'un roi qui est bien aimé parce qu'il aime bien ses sujets et qu'il est bien aimé en retour. C'est aussi une acception qui est proposée par certains des auteurs galants, notamment Madeleine de Scudéry dans La Promenade de Versailles, qui on a cette conversation entre différents courtisans, et on explique que un vrai courtisan, il doit être attaché à son prince avec des transports presque aussi violents que ceux d'un parfait amant. Donc il y a cette idée-là. Donc voilà pour ce préambule très, très schématique. Maintenant, on va s'intéresser au corps mis en œuvre dans cette iconographie de la France galante. Alors, tout se met en place véritablement avec le tableau que vous avez sous les yeux, tableau qui est dû à Antoine Watteau, qui est le morceau de réception de Watteau à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1717, donc avec cette rature célèbre en histoire de l'art. Watteau a présenté ce tableau qui est un tableau très, très novateur, enfin très singulier, qu'il a probablement présenté avec la dénomination pèlerinage à l'île de Cythère, qui a donc été proposée, retenue dans un premier temps dans le registre, et puis rayée au cours des débats qui ont dû avoir lieu au moment de la présentation de l'œuvre, et remplacée par une fête galante. Donc la galanterie entre vraiment officiellement dans le vocabulaire académique artistique de l'époque. Néanmoins, le passage d'une sphère à l'autre est intéressant, puisque alors le pèlerinage à l'île de Cythère, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais l'île de Cythère, en revanche, c'est cette île dédiée à Vénus, la déesse de l'amour, qu'on voit représentée sur l'image, sur la forme d'une statue.
et qui veille au comportement adéquat des personnages représentés sur le tableau, qui vont essentiellement par couple, et dont on peut supposer qu'ils présentent des formes de comportement adéquates, des formes de posture, de placement du corps qui correspondent aux normes édictées par la galanterie. Alors, quelles sont-elles ? C'est ce qu'on va explorer un petit peu. Alors, pour ça, je vais m'appuyer aussi sur d'autres études, un petit peu celle de Georges Vigarello, plutôt sur l'idée d'un corps dressé, d'un corps maintenu, mais j'ai surtout été impressionné par deux textes, disons. Déjà, le catalogue d'une exposition qui avait été présentée il y a quelques années aux Arts décoratifs, sous la direction de Denis Brunat, donc la mécanique des dessous, qui là aussi envisageait cette question sur avec une ampleur historique, puisque ça allait de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine, et qui montrait bien en fait toute cette armature, parfois métallique, tous ces rembourrements, tout ce travail de la vêture pour dresser, présenter, organiser, structurer les corps. Et au fond, il y a cette mécanique qu'on doit avoir à l'esprit quand ensuite on va considérer les postures apparemment faciles des personnages qu'on verra sur les tableaux de Watteau. Et puis, plus encore, donc un essai, un article de Michael Bouffard-Velleux qui s'intéresse à la représentation, aux attitudes des corps dans les portraits aristocratiques du XVIIIe siècle et qui montre l'importance du maintien des leçons accordées par les maîtres à danser. Et effectivement, c'est une porte d'entrée pour nous comprendre effectivement comment se représentent les corps idoines selon les codes de la galanterie. Alors peut-être pour mieux comprendre, je me sers d'un ouvrage qui est vraiment très, très remarquable, peut-être moins connu chez nous. C'est un ouvrage qui a été publié en Angleterre, en langue anglaise, mais qui est dû à un auteur d'origine française, François Nivelon. C'est un ouvrage qui date de 1737 et qui donne les rudiments du comportement poli, gentle behavior. Je ne suis pas forcément satisfait de la traduction que je vous propose. Donc c'est l'ouvrage qui est écrit par un maître à danser. Mais les maîtres à danser, comme vous le savez, donc au XVIIe, encore plus au XVIIIe siècle, ce sont plus que des gens qui vous enseignent les pas des danses qu'on doit pratiquer dans les moments de sociabilité des élites, mais qui vous indiquent aussi comment vous tenir, comment vous asseoir, comment faire la révérence, au fond, comment performer quand vous présentez votre corps dans des attitudes de sociabilité. Alors, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, donc ce texte, un peu, pas tout à fait tardif, mais enfin qui n'est pas le premier dans son genre, c'est plutôt un des textes qui est le plus abouti. Dans son introduction, justement, il dit, voilà, comme la partie extérieure de la figure humaine donne la première impression, il ne sera pas désagréable de la parer des qualités aimables, de la décence et d'un comportement distingué. Pour ce faire, il sera absolument nécessaire d'aider le corps et les membres à adopter des attitudes et des mouvements faciles, libres et gracieux, ce qui permettra de distinguer le gentilhomme, donc en français ça serait l'homme galant, poli, du rusto grossier. Et là, donc effectivement, ce texte, il est intéressant parce qu'il est en plus très bien illustré par des illustrations qui vous montrent en fait ces attitudes, un peu les bases des attitudes qu'on va retrouver dans une bonne part des tableaux galants que vous allez voir. Alors, Nivelon, il est d'origine française. Au fond, il est un des représentants de cette diaspora culturelle française qui contribue à diffuser les modèles de sociabilité, des modèles de comportement des élites françaises. Mais lui-même, il s'inspire d'autres maîtres à danser qui l'ont précédé. On estime que c'est vraiment avec Pierre Beauchamp, qui était le maître à danser du début du règne de Louis XIV, que, au fond, les codes, des attitudes, des maintiens, des corps se mettent en place, mais qui sont diffusés par d'autres à partir du XVIIIe siècle.
notamment par Pierre Rameau, avec son ouvrage « Le maître à danser », qui est publié en 1725, qui en fait est le modèle de l'ouvrage de Nivelon que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est structuré de la même manière, donc avec un petit préambule, des textes qui vous présentent les différentes attitudes, et qui sont illustrés par Pierre Rameau lui-même. Alors c'est pour ça que les dessins sont un petit peu plus naïfs, mais pour Nivelon, on s'inspire des dessins qui sont proposés par Pierre Rameau. Dans le titre même, le maître à danser, donc on vous explique, on va vous montrer les attitudes, les ports de corps qui sont nécessaires pour bien danser, mais ouvrage très utile, non seulement à la jeunesse qui va apprendre à bien danser, bon certes, mais encore aux personnes honnêtes et polies, et qui leur donne les règles pour bien marcher, saluer et faire la révérence dans toutes les sortes de compagnies. Et donc, effectivement, eh bien, c'est cette même règle, cette même méthode qu'applique Nivelon. Donc là, on voit les images qui sont tenues qui sont proposées pour la danse du menuet, qui est la plus répandue à l'époque. Je fais 2 citations, donc, un peu des maîtres à penser de cette question du maintien de la bonne sociabilité pour les élites. Le chevalier de Méret, qui est un de ceux qui forge cette idée du bon comportement idoine, de l'honnête homme ou la galanterie à part, et qui insiste sur la nécessité de la pratique de la danse, du maintien, qui rend le corps libre et qui lui donne la grâce et fait connaître les jeunes gens parmi les dames. Donc cette interaction galante déjà suggérée. Et puis dans l'ouvrage de Pierre Rameau, donc on insiste sur cette maîtrise du corps qui permet donc dans le monde d'agir avec cette bonne grâce et cet air qui fait briller notre nation, donc la nation française. Donc voilà d'autres exemples, des illustrations du peintre Dandridge qui illustre l'ouvrage de Nivelon. Donc on vous montre les méthodes pour faire la révérence. Vous voyez que c'est vraiment repris, calqué sur les illustrations de Rameau. Et puis là, il y a à la fois la danse, mais justement le comportement en société, comment donner et recevoir. Alors j'ai un tout petit peu, j'ai inversé l'image du monsieur pour que l'interaction puisse se produire sous vos yeux. Comment marcher, là aussi, très important. Et on retrouve dans d'autres livres d'éducation, on reconnaît un Français à sa seule démarche, à sa légèreté, à son abord gracieux et facile. Et là, vous comprenez, enfin, tout ce que cette apparence de facilité, d'aisance, elle doit à l'art, elle doit à l'éducation, elle doit au dressage du corps. Et c'est cela, en fait, qu'on retrouve justement dans l'imagerie galante, telle qu'elle est proposée par son principal imagier, son inventeur en peinture, qui est Watteau. Alors, donc je vous présente 2 des fêtes galantes de Watteau, qui sont des fêtes galantes relativement précoces dans l'œuvre de Watteau. La précocité chez Watteau, c'est quand même toujours à manier avec des pincettes, puisque vous savez que l'artiste est mort très jeune, à 37 ans, et en gros, on distribue ses œuvres sur une décennie. Donc voilà. Donc ce sont des œuvres qu'on constituerait plutôt dans la première partie de cette décennie. Elles sont intéressantes parce qu'elles présentent donc des fêtes élégantes, des fêtes galantes où se pratique la galanterie avec des personnages en costume qui sont des costumes élégants qui évoquent les modes contemporaines du règle de Watteau. Et donc, je les mets en regard des fameuses illustrations de Nivelon. Vous voyez, on retrouve les mêmes attitudes pour les hommes, pour les dames, de manière de marcher, de se tenir. Enfin, on retrouve les mêmes maintiens. Et même si elle n'utilise pas ces exemples-là, je m'appuie beaucoup sur l'ouvrage de Mary Vidal, qui est un ouvrage qui date de 1992, autour des conversations peintes de Watteau, et c'est elle qui interrogeait justement beaucoup la représentation du phénomène de la sociabilité galante dans les peintures de Watteau comme une performance en fait, où les personnages qui sont représentés par Watteau, justement, ils pratiquent cette maîtrise de l'attitude, du corps, du maintien, en fonction des positions qui sont souvent définies par des maîtres à danser.
des maîtres à danser, mais aussi avec toute la marge de latitude que permet l'aisance, quelque part la liberté dans la maîtrise, la liberté dans la contrainte. Elle insiste beaucoup justement sur la part de performance, la part de virtuosité aussi que peuvent avoir les personnages qui sont représentés dans la maîtrise de telle ou telle attitude qui est représentée de plus en plus souple, de manière de plus en plus facile, et que les tableaux de Watteau représenteraient. À ce titre, un des tableaux majeurs de Watteau, son dernier chef-d'œuvre, l'enseigne de Gersaint, qu'il peint très peu de temps avant de mourir, un tableau qui est très abondamment commenté, qui a même eu droit à une exposition particulière monographique à Potsdam l'année dernière, qui lui était consacrée donc. On peut rapprocher le couple central du tableau, donc cet homme et cette dame dont le monsieur propose à la dame de l'aider à rentrer dans la boutique du marchand Gersaint, comme l'actualisation aussi de ces maintiens, de ces codes de comportement. Alors ça marche aussi, bien entendu, pour toutes les figures de danse qui abondent dans les représentations de fêtes galantes de Watteau, et là, véritablement, qui s'inspirent là, des pas de danse. C'est le cas notamment avec ce tableau, qui est un tableau important dans la carrière de Watteau, puisque Watteau est un artiste très singulier, reconnu, accepté par ses pairs, puisqu'il est reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Mais c'est pas un artiste officiel, c'est pas un artiste qui a eu des commandes royales. Néanmoins, le tableau que vous avez sous les yeux, c'est le tableau de Watteau qui est présent tôt dans le XVIIIe siècle dans les collections du duc d'Orléans. On n'est pas absolument sûr qu'il a appartenu à Philippe d'Orléans, le régent, mais c'est probable. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on considère que ce tableau, parmi les œuvres de Watteau précoces, qui serait la première expression parfaitement aboutie de la fête galante dans son œuvre. Bon, et on voit donc toute l'intégration de ce modèle du maintien des corps tels que le proposent les maîtres à danser, à partir desquels peuvent décliner leurs attitudes les performeurs les plus doués. Alors l'autre élément qui est intéressant justement dans ces livres de comportement, ces livres de maintien qui sont proposés aux élites européennes du XVIIIe siècle, je vous cite un autre ouvrage d'un maître à danser publié à Londres au XVIIIe siècle par Tomlinson. Il dit je vous invite donc à vous mettre en scène. Imaginons-nous comme autant de tableaux vivants dessinés par les plus excellents maîtres, exquisément conçus pour procurer le plus grand plaisir à ceux qui les regardent. Donc il y a vraiment cette idée au fond d'un corps maîtrisé, d'un corps œuvre d'art en fait. Il y a cet élément qui est présent justement dans la performance du corps en action galante telle que le propose l'œuvre de Watteau, et effectivement c'est une manière de prolonger les réflexions qui étaient proposées par Mary Vidal à propos des corps mis en scène de Watteau. L'autre élément qui est important, c'est que ces corps, ils sont toujours en société. Ils sont toujours en train de se donner à voir par rapport au groupe, jamais contre le groupe, mais avec le groupe, dans une mise en situation qui est absolument nécessaire. Et c'est ce qui se voit justement dans certains des tableaux les plus explicitement amoureux de l'œuvre de Watteau, comme ce tableau qui a été gravé avec ce titre « L'amour paisible », où vous voyez donc des couples qui à la fois sont dans des attitudes de respect, etc., de pratique de l'amour galant, mais qui se font toujours sur le regard des autres, sous le contrôle des autres. Et c'est aussi vrai dans ce très beau tableau de Watteau conservé au musée d'Angers, la déclaration attendue. Donc c'est un tableau que je trouve très très émouvant. C'est un tableau qui me touche particulièrement. Donc avec ce couple premier plan, donc avec un jeune homme très respectueux, dont on se peut dire même qu'il est respectueux au point de retarder l'ouverture de son cœur à celle qu'il courtise, mais tout ça se fait bien entendu à proximité, sous le contrôle du groupe. Donc on a des attitudes, on a des corps qui sont extrêmement tenus, mais qui jouent après avec la grâce, qui jouent avec l'aisance, qui jouent avec un faux naturel dont on voit qu'il est profondément fabriqué. Puis l'autre élément absolument nécessaire dans la grammaire
posturale des corps galants, c'est la hiérarchie genrée, mais effectivement, dans la galanterie, le code de comportement galant, à l'inverse de ce qui se passe dans la réalité sociale de l'époque, ce sont les femmes qui sont en prééminence et les hommes expriment leur respect, souvent dans des attitudes, effectivement, qui sont des attitudes explicites de soumission. On l'avait vu dans l'iconographie de l'amour peintre proposée par Boucher pour l'édition de 1734, mais on le retrouve dans d'autres images de Watteau, notamment dans un détail de son pèlerinage à l'île de Citerre, le couple qui est le plus près de la statue de Vénus, donc qui est vraiment directement sous le contrôle de la déesse de l'amour, donc qui propose peut-être le comportement le plus approprié, avec ce personnage dans une génuflexion assez, là pour le coup assez virtuose, parce qu'on se demande un peu comment il tient. Il y a cette virtuosité que Watteau d'ailleurs a repris dans d'autres tableaux, donc ce tableau Le Bon Voyage qui est perdu. Là-dedans, c'est extrêmement connoté. La génuflexion, c'est aussi quelque chose, c'est une posture qui est très ancienne, qui a à voir à la fois avec le comportement religieux, qui a à voir aussi avec certains codes très anciens, médiévaux, de la cérémonie de l'adoubement, mais aussi dans l'attitude de l'amour courtois. Il y a toute cette archéologie de la posture qui est reprise, réactualisée différemment dans les codes de préséance des corps et en fonction des genres, tels qu'ils sont activés par l'iconographie galante. Alors on les retrouve dans l'œuvre de Watteau, bien entendu, mais aussi dans l'œuvre de ses suiveurs, de ses émules. Suiveurs, c'est quand même souvent péjoratif. Et on le retrouve à l'envi dans les nombreuses bergeries galantes, idéales, produites par François Boucher. C'est pas inédit, j'ai déjà fait ce rapprochement, mais c'est un rapprochement qui me semble très parlant. On a sur pour vous, la droite de l'image, une illustration due à Gravelot, qui est un des grands illustrateurs du XVIIIe siècle, qui va produire la dernière série d'illustrations pour la dernière grande édition de l'Astrée au XVIIIe siècle. Donc on voit une scène d'hommage galant, d'amour galant, avec un jeune homme vraiment en situation de génuflexion, et qui est reprise, dans les postures sont presque reprises littéralement sur cette bergerie de François Boucher, qui est presque contemporaine. Un tableau dont l'histoire est mal connue, mais qui a peut-être été produit pour le décor des appartements du jeune Louis XV. Donc on est quand même vraiment dans une iconographie galante, presque officielle, où on voit cette reprise des postures galantes. Et ces postures, elles sont appliquées à l'envi, reproduites dans les très nombreuses bergeries pastorales de la première moitié du XVIIIe siècle, produites par Boucher et ses émules, mais on les retrouve aussi dans une série de tableaux assez singuliers, les tableaux de mode qui sont produits par le peintre Jean-François de Troyes. Alors Jean-François de Troyes, c'est un peintre contemporain de Watteau, ils ont 5 ans d'écart. Lui, il a une carrière très différente. Il vient du Sérail. Il a été formé notamment dans le cadre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il va avoir une carrière extrêmement prestigieuse. Il va être directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il va répondre à des grandes commandes de décors royaux, des grandes peintures religieuses, des grands cartons de tapisserie, voilà. Mais néanmoins, il sait intégrer dans son œuvre des éléments de modernité qui viennent de cette modernité galante en peinture que Watteau a proposé, et il incarne cette galanterie dans des mises en scène qui sont des mises en scène qui imitent, reproduisent la sociabilité contemporaine, la sociabilité de la Régence et des années qui suivent immédiatement. Donc on voit ces personnages représentés dans un parc qui pourrait être une sorte de parc à la française, avec les costumes contemporains de la mode des années 1720-1730. On retrouve notamment donc le personnage de la dame sur la droite de la peinture, vraiment dans une attitude qui pourrait être reprise avec aisance des manuels de maintien comme ceux que je viens de vous présenter. Et puis, bien entendu, on retrouve cette posture aussi de la hiérarchie entre les sexes dans ce moment d'une déclaration galante, idoine du jeune homme au centre de l'image. Donc, maintien, posture, hiérarchie entre les sexes,
et vêture, absolument indispensable. Vous voyez, j'insiste lourdement. C'est peut-être aussi souvent ce qui aujourd'hui nous fait sourire, peut-être et à tort, quand on regarde justement toutes ces pastorales idéales de la première moitié du XVIIIe siècle, fortement dominées par celles produites par Boucher, où on est en permanence sous le ruban, sous la soierie, sous la dentelle. Et bon, c'est ce qui peut nous sembler aujourd'hui un peu complètement artificiel. Et au fond, c'est une recherche d'une sophistication presque extrême, mais qui est délibérée. Et pour le coup, qui s'inspire de certaines des définitions, des propositions qui sont faites par les tenants de la galanterie moderne. Donc c'est le cas de Bernard de Fontenelle. Bernard de Fontenelle, qui a une production littéraire extrêmement riche, qui a produit au cours des années 1680 des poésies pastorales où il invoque le modèle d'Honoré d'Urfé, de Lastrée. Donc il revendique le côté très artificiel, utopique de ces pastorales, et il dit « Il en va, ce me semble, des églogues comme des habits que l'on prend pour des balais, pour représenter des paysans. Ils sont d'une étoffe plus belle que ceux des paysans véritables. Ils sont ornés de rubans et de points. » Donc il y a vraiment cette idée de la vêture aussi, qui est une vêture extrêmement sophistiquée et qui a un rôle, qui joue aussi dans le marquage, dans l'enrobage, dans l'accompagnement nécessaire du corps galant. Alors, donc on les revoit ad libitum dans des nombreuses pastorales de Boucher, mais on peut les retrouver, et ça vous fait pas sourire, mais moi ça me fait toujours sourire, ces portraits commandés par Gaspard de Guédan, qui est un parlementaire aixois des années 1730, qui demande donc à Hyacinthe Rigaud, donc l'ancien portraitiste de Louis XIV, de le représenter lui-même, Gaspard de Guédan, en berger Céladon, donc le berger de Lastrée, donc avec force, pompons, soieries, etc. On est dans l'accompagnement du corps, la mise en scène du corps, tel que le code de la galanterie le suppose, l'induit. Bon, et par ailleurs, donc, dans les comportements du corps qui doivent être adéquats, il y a bien entendu la maîtrise absolue de toute impulsion. Le corps doit restreindre ses impulsions, ses pulsions, notamment ses pulsions érotiques. Et c'est ce qu'on voit dans certains des tableaux de Watteau. Alors, je résiste pas au plaisir de vous montrer un de ces rares dessins, qui est un dessin préparatoire pour l'ensemble d'une composition d'une fête galante. Et au centre, vous voyez, alors je n'ose pas dire ce couple, cet homme qui est en train de s'emparer d'une femme, de lui prendre notamment le sein. Donc alors là, on est vraiment dans un comportement qui est tout sauf galant, mais immédiatement autour de lui, cette attitude non conforme attire le regard et, selon la lecture de Mary Vidal, la régulation probable de ce comportement qui est inadéquat et qui va être maîtrisé, refoulé. C'est ce qu'on peut retrouver aussi dans une des fêtes galantes les plus célèbres de Watteau, l'Assemblée dans un parc, qui est conservé au musée du Louvre. Et effectivement, au cœur de cette fête galante, vous avez cet homme qui exprime son désir, son impulsion vers la dame, qui est repoussée et qui sera repoussée par le groupe. Il y a d'autres tableaux de Watteau, justement, où on joue de cette dichotomie entre le corps parfaitement galant, qui se maîtrise, qui est parfaitement vêtu, qui est celui des deux danseurs sur la droite de la composition, qui sont des bergers théâtre, qui sont des bergers en performance, qui montrent leur maîtrise, et qui s'opposent au rusto. Sur la gauche de la composition, on retrouve un homme qui empoigne la poitrine d'une jeune femme qui essaie de s'en défendre. Et là aussi, on retrouve les textes de Fontenelle, notamment dans son discours sur l'églogue. Il est pas question de chèvre ni de brebis, il n'est pas question de réalisme. Au contraire, on est dans une utopie, on est dans un artifice qui est pleinement assumé. Donc voilà un petit peu tout cela pour l'orthodoxie corporelle de la galanterie. Alors tout ça va être perturbé, vous imaginez bien, par d'autres pratiques, d'autres comportements. Et pour une part, de manière surprenante, cette perturbation, elle va venir des plus hautes sphères, elle va venir de celui qui dirige le royaume du vivant même de Watteau, à savoir Philippe d'Orléans, donc le régent,
Donc, pour tout savoir sur le Régent et la Régence, je vous invite à aller voir la belle exposition qui est présentée en ce moment au musée Carnavalet. Donc, le voilà, le Régent, c'est son portrait. Et c'est un des perturbateurs de l'iconographie galante par le biais d'un ouvrage qu'il fait publier, qu'il fait éditer à ses frais pour lui-même et pour son cercle. C'est un ouvrage qui va... il est quand même produit par celui qui dirige le royaume, donc c'est un ouvrage qui a une certaine importance, qui a une importance indéniable. C'est un ouvrage qui est connu, qui va être très divulgué, parce que beaucoup piraté, copié, avec de très très nombreuses rééditions tout au long du XVIIIe siècle, des rééditions qui se comptent par dizaines. Donc l'ouvrage est important. Et donc il est question, l'ouvrage, le texte lui-même, c'est pas du tout le Régent qui l'a inventé, hein. C'est un roman grec de l'Antiquité, les amours de Daphnis et Chloé, des amours pastorales, des amours de bergers, mais enfin qui sont pas des bergers galants, hein. Ce sont deux orphelins qui ont été adoptés par des bergers, Daphnis et Chloé, qui s'aiment sincèrement, réciproquement, qui se l'ont dit, enfin bref. Et simplement, pendant tout le roman, il y a une naïveté. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment exprimer charnellement leur amour. Et à la fin, ils se marieront et à la fin, ils se connaîtront. Mais dans l'illustration qui est proposée par le Régent, il y a une sorte de reprise parodique, des reprises vraiment, des codes de la bergerie, mais où on fait vraiment le contraire, tout ce qu'il ne faut pas faire dans les codes galants. Donc là, vous avez Daphnis et Chloé qui s'embrassent, qui s'empoignent maladroitement, ils savent pas tellement comment s'y prendre. Et d'ailleurs, Daphnis indique le couple d'un bouc et d'une chèvre qui, eux, sont en pleine copulation, donc qui le montrent éventuellement comment s'y prendre. Alors là, vous voyez, on est totalement à rebours de ce que préconisait Fontenelle, où il ne devait point être question de bouc et de chèvre. On comprend pourquoi. Donc on est vraiment avec une iconographie qui est vraiment une sorte de parodie de la galanterie idéale contemporaine de Watteau. D'autres extraits de cette illustration dont je ne vous ai pas dit, c'est un tort, mais qu'elle est produite par le Régent lui-même. Les dessins sont produits par le Régent, probablement un peu aidé par Charles Coipel, mais enfin, c'est lui qui dessine. Après, c'est gravé par d'autres. Donc là, vous avez un autre moment où Chloé se toilette et où Daphnis a un comportement tout à fait inadéquat puisqu'il a un regard indiscret. Il vient l'épier pendant qu'elle est nue. Il vient admirer son corps totalement dévêtu. Et il y a des effets aussi de citation dans l'œuvre, parce que le Régent cite lui-même un des tableaux secrets de sa collection. Il a, vous savez, il rassemble c'est un grand mécène, c'est un grand amateur de peinture qui pratique lui-même la peinture. Il a un peu tous les dons, il pratique la musique, il est très, très versé sur les arts. Et il rassemble une collection considérable, très importante, qui est en partie accessible au Palais Royal et qui rassemble certaines des grandes peintures érotiques de la Renaissance, comme Sainte Vénus, dont le corps inspire directement l'image que vous avez sous les yeux. Il rassemble aussi dans sa collection toute une série de tableaux très sensuels de la Renaissance, comme cette série des Amours des dieux du au Corrège. Donc, avec le Régent, il y a une forme discrète, mais néanmoins frondeuse, un peu fondatrice en tout cas, de l'imagerie sensuelle, de l'imagerie anti-galante qui est en train de se mettre en place. Et c'est aussi ça commence pas sous son règne, mais c'est vraiment sous son règne qu'on en parle de plus en plus, et c'est que ça se diffuse, qu'il y a donc des nouveaux supports pour diffuser des images interdites qui représentent justement des couples en situation de désir, des couples dévêtus. Ces supports, ce sont ces tabatières, donc ces petites boîtes qu'on tient dans la poche, mais qui sont aussi des objets de la sociabilité très intime, puisque dans les tabatières, on a du tabac à priser qu'on peut proposer à un tiers, homme ou femme, mais donc un tout petit objet, donc il y a un rapport de proximité finalement entre celui qui propose à priser et celui qui se fait offrir la possibilité de priser. On ouvre le couvercle, c'est pour ça que je vous ai monté une tabatière ouverte avec le portrait de Louis XV, et dedans, on peut trouver le portrait de Louis XV ou les images que vous avez sous les yeux. Parfois, elles peuvent être plus libres, et donc vous avez un certain nombre d'artistes qui se spécialisent dans ce domaine.
On peut considérer aussi que Daphnis et Chloé, c'est un peu l'illustration, la publication qui va enclencher l'essor considérable que va connaître l'édition de livres amoureux, très porté sur la sensualité, très porté sur le désir, l'expression et la satisfaction du désir, qui va vraiment considérablement se développer au cours du XVIIIe siècle, et dont les publications vont être de plus en plus systématiquement illustrées. Et donc vous en avez quelques exemples brillants qui prennent la suite de l'illustration de l'ouvrage du Régent. Et donc c'est à ce moment-là que, d'une certaine manière, le vernis galant commence un tout petit peu à s'effriter, à s'écailler, et peut-être à laisser s'exprimer d'autres manières de représenter les corps en action, en interaction, qui ne sont pas du tout conformes au code galant. Alors, c'est ce qu'on peut voir dans certains tableaux de Jean-François de Troyes, certains tableaux de mode de Jean-François de Troyes, comme cette très belle paire de tableaux qui, en apparence, présentent les codes de la galanterie. On a un couple à chaque fois qui est qui suit la mode de la modernité de la Régence, notamment le tableau de droite où on a l'impression d'avoir un homme qui est en situation de galanterie, de soumission. Il semble déclarer sa flamme à la dame en étant à genoux, mais si on regarde plus attentivement l'image, on voit que le décor parle un peu pour eux, puisque dans l'image, vous avez une peinture mythologique où vous avez Mars et Vénus qui sont beaucoup plus dénudés, et où Mars a empoigné justement le sein de Vénus, donc on est vraiment dans une expression de la sensualité. Autre moment, où alors là aussi on est dans une fausse politesse, dans une fausse galanterie, parce que la situation devient presque triviale, en tout cas non conforme. Là, la jarretière détachée, donc la dame a perdu sa jarretière, et le monsieur se propose pour rattacher la jarretière. Alors c'est tout sauf poli, puisque ça supposerait d'avoir accès à des parties du corps de la dame qui ne sont pas accessibles dans les codes de comportement galants. Alors, celui qui va être le maître, justement, de tout cela, c'est-à-dire ce maître du comportement libertin sous un vernis galant, celui qui sait le mettre en fiction, qui sait le mettre en récit, le dépeindre, c'est Crébillon, dont les ouvrages vont avoir une importance considérable, notamment un de ses premiers chefs-d'œuvre dans le genre, Tanzai et Néa Darnay, où vous voyez donc les illustrations de la première édition illustrée de Tanzai et Néa Darnay en 1740, et qui vous disent de manière beaucoup plus explicite ce que les tableaux de Jean-François de Troyes suggéraient une dizaine d'années plus tôt. Je me suis même demandé d'ailleurs si l'épisode de la jarretière détachée dans Tanzai et Néa Darnay n'était pas une adaptation à partir de l'image de Jean-François de Troyes par Crébillon, puisque dans le cas de la jarretière détachée, le prince Tanzai va proposer galamment de rattacher la jarretière, et il ira trop haut, dit le texte, et donc il rencontre une partie normalement non galamment accessible du corps de Néa Darnay. Alors, le comportement libertin, quel est-il ? À la base, le libertinage, c'est un terme qui est plus ancien, qui est aussi un terme qui se peaufine au cours du XVIIe siècle, et à la base, le libertin, c'est le libre penseur. C'est celui qui pense librement, en dehors des clous, des codes de comportement, des codes de morale et des codes religieux. Et à la base, le libertin, c'est déjà celui qui pense librement en matière de religion, qui peut aller jusqu'à l'athéisme au XVIIe siècle, c'est ça, le libertin, mais qui pratique aussi de ce fait une liberté dans ses mœurs, dans son comportement, notamment dans son comportement sexuel. Au début du XVIIIe siècle, le terme est en train d'évoluer. Le libertin peut rester un libre penseur, donc peut avoir aussi une pensée qui est une pensée plus qu'audacieuse, une pensée dangereuse, mais de plus en plus, c'est aussi la liberté de mœurs, et notamment la liberté en termes de comportement sexuel, qui va l'emporter. Donc, le libertin, il va pratiquer un amour qui est vraiment à l'opposé de l'amour galant. Le libertin, c'est celui qui satisfait ses désirs,
qui satisfait ses désirs sans souci de fidélité, sans souci d'exclusive. C'est très discutable, mais enfin, dans les romans de Crébillon, les partenaires hommes et femmes semblent être à égalité. On peut discuter, hein. Vraiment, il y a des exégèses, mais enfin, il n'y a pas de prééminence féminine, en fait. Les femmes peuvent prendre les hommes et les laisser, et l'inverse. C'est cela que le libertinage met en œuvre, mais un libertinage qui, donc, dans les textes de Crébillon, et dans certaines des images qui vont nous donner à réfléchir, pratique finalement une forme égoïste, individualiste, hédoniste de l'amour et de la satisfaction de la pulsion physique de l'amour, en adoptant quand même un code, une sorte de léger vernis galant. Alors du coup, ça nous amène à interroger certaines des images qu'on voit, sans faire de l'enseigne de Gersaint un tableau terriblement libertin néanmoins. Donc ce tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, avec le couple au centre, qui se tient selon les attitudes de l'aisance, du maintien qui sont idoines. Bon, on voit, le détail est célèbre, on voit que dans un coin, on est en train de mettre un portrait de Louis XIV en caisse, donc c'est dire clairement qu'on est en train de passer à autre chose. Et le seul personnage qui est agenouillé dans le tableau, c'est pas du tout un personnage qui ferait une révérence devant le roi, non pas du tout. C'est pas du tout un personnage qui ferait une déclaration galante à une dame de son choix. Non, c'est un monsieur qui s'est agenouillé pour voir de plus près le détail des femmes nues représentées sur le tableau qu'on est en train de lui présenter. Donc il y a cette perturbation, cette transgression de l'usage, enfin de la fonction d'une posture qui, par ailleurs, pourrait être une posture galante. Alors on trouve souvent, il faut regarder avec attention, mais parfois dans les peintures de Watteau, et puis aussi dans les peintures de ses émules, de ses suiveurs, notamment Nicolas Lancret et Jean-Baptiste Pater, donc des tableaux d'apparence galante, mais qui proposent aux bons regardeurs des manières d'écorner le code du comportement galant. Le tableau de Lancret, il est assez savoureux à cet égard. Donc on a une dame qui se promène dans un parc avec un éventail. Alors, l'éventail, justement, est un instrument qui peut être un instrument de décence. Quand une dame est choquée, elle peut cacher son visage. Et là, on ne sait pas très bien si la dame est choquée parce qu'elle voit une statue d'homme nu avantageux. Alors, est-ce qu'elle est choquée? Est-ce qu'elle se protège pour voir mieux du soleil? Est-ce qu'elle se protège pour regarder tranquillement pendant que les autres ne se rendent pas compte qu'elle regarde? Il y a tout ce jeu qui est proposé par la posture. Et puis, bon, un exemple qui a été beaucoup étudié, notamment par l'historien britannique Donald Posner, c'est ces fêtes galantes qui proposent des épisodes d'escarpolette apparemment anodins, mais l'escarpolette, si on y réfléchit bien, sous l'action du vent, les dames en arrivent à exposer des éléments de leur non-vêture qui, normalement, ne doivent pas être accessibles, visibles. Donc, c'est très célèbre dans le tableau de Fragonard, les hasards heureux de l'escarpolette, où là, on voit très, très clairement que le monsieur voit. Et j'en profite, donc, dans les historiens récents, il y a Michel Delon, dans son ouvrage « Le savoir-vivre libertin », qui, justement, a analysé tous ces modes de comportement libertin qui jouent sur le double langage, qui joue sur l'apparence d'un comportement idoine, mais qui en fait est un comportement qui sape les usages de la galanterie. Dans la littérature, c'est vraiment le personnage de Versac, dans Les égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon, qui dit le plus directement ce que c'est que le comportement du libertin ou de la libertine. C'est celui qui suit librement les impulsions de son corps et de son désir, mais en le voilant derrière les comportements, les attitudes de la galanterie. Alors, donc cette séance va aller de pire en pire, vous l'attendez. Je marque une pause. Il y a des corps dont la nudité est conforme, dont l'exposition de la nudité est conforme aux attendus des conventions du XVIIIe siècle, des corps nus. Déjà, ce sont des corps masculins.
En fait, la base, c'est que l'apprentissage de l'art, pour les peintres, les sculpteurs, les graveurs, il passe nécessairement par l'étude du modèle nu, masculin. Et c'est par une bonne connaissance de l'anatomie que les artistes qui aspirent à atteindre aux formes les plus ambitieuses de la création artistique, on va atteindre l'histoire, donc la représentation des grandes scènes de l'histoire mythique, biblique, mythologique. Et pour cela, il faut bien connaître l'anatomie et savoir donc représenter le corps dans différentes attitudes, qui seront des activités d'action qui permettront de lire, de comprendre ce qui se passe, et puis qui savent aussi représenter les corps, alors, c'est autre chose que le comportement galant, mais savoir représenter la dignité, la majesté, enfin toute une grammaire de posture aussi, qui se fait par l'étude nécessaire du corps nu. Et là, pour le coup, je vous renvoie au texte du catalogue qui avait été dirigé par Emmanuel Brugerolles en 2009, donc autour de l'enseignement, l'école du modèle à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et vous avez des exemples ici, avec les tableaux que vous avez sous les yeux. Celui de Michel-Ange Waas, c'est un peintre français qui importe à Madrid les méthodes de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et vous voyez donc la séance du modèle nu. Alors les corps nus, effectivement, ils sont présents, ils sont assez abondamment présents dans les espaces publics, notamment dans les grands appartements de Versailles, qui sont accessibles. Et justement, d'une des réalisations de peinture les plus ambitieuses du XVIIIe siècle, c'est la peinture de la voûte du salon d'Hercule à Versailles, donc le plus grand salon du château de Versailles, qui est réalisé par le peintre François Lemoine. Et donc, vous avez Hercule en nudité, de façon héroïque, donc qui représente ce héros qui est victorieux d'une série d'épreuves et qui représente donc le héros, celui qui par la force parvient à maîtriser les forces du mal, qui c'est son apothéose, donc il est admis parmi les dieux de l'Olympe. Mais là, on voit déjà que ce discours guerrier, il est infléchi à la sauce galante, puisque son apothéose va correspondre aussi au moment où on le marie, donc une scène d'amour, on le marie, on le fiance à la déesse Hébé, la déesse de la jeunesse. Donc vous avez un certain nombre de corps nus qui sont représentés, mais qui sont des corps qui exaltent une action qui correspond aux attendus de la morale conventionnelle. Ces corps, ils sont présents, ils sont même assez abondants dans le décor et les formes de décor accessibles au XVIIIe siècle. Et bon, pour ça, je me base sur un texte de l'historienne de l'art Katie Scott, qui a travaillé sur l'intérieur rococo et qui montre justement que dans les premières décennies du XVIIIe siècle, la figuration dans le décor, elle passe par un infléchissement des scènes représentées qui sont de plus en plus, non pas des scènes guerrières. Au fond, le XVIIIe siècle, on est revenu de l'iconographie guerrière de Louis XIV, puisque les guerres de Louis XIV ont porté le royaume jusqu'au bord de la faillite, et elles ont été extrêmement meurtrières, elles ont été conçues comme désastreuses. Donc le règne de Louis XV, c'est un règne de la paix, de la civilisation, de la galanterie. Du coup, il y a une inflation de la représentation de l'amour, d'un amour mythologique, où le corps nu a sa place, mais l'amour présenté justement un peu à la sauce, c'est la mythologie à la sauce galante, en fait, véritablement ça, comme un signe de la civilisation. Et alors, dans un de ces décors les mieux conservés à Paris, donc le décor de la chambre d'apparat du prince de Soubise, vous avez donc des dessus de porte dus aux grands peintres de l'époque, Trémolière, Boucher, qui représentent des corps dénudés, mythologiques, mais qui pratiquent cet amour civilisé tel qu'il doit se comporter. Et qu'on retrouve jusque dans certains décors qui ont été conçus pour Louis XV. Là, c'est le décor qui a été conçu par François Boucher pour le décor de la chambre de Louis XV au château de Bellevue. Le château de Bellevue, il avait été concédé à Madame de Pompadour, mais ça restait quand même un château qui était dans le domaine royal, puisque vous voyez que sur le plan, la chambre du roi, auquel sont destinées ces peintures, elle est directement mitoyenne du cabinet du conseil, donc on est vraiment dans un espace accessible, disons, sinon public, vraiment accessible, et dans cet espace, eh bien, on a aussi une scène de nudité, alors de nudité
de tradition royale, puisqu'il est question du dieu du soleil, Apollon, qui apporte ses bienfaits donc le jour quand il se lève et puis quand il va se reposer dans le sein de Thétis, de celle qu'il aime. Donc on est dans cette iconographie galante, mais où le corps nu a sa place. Ce corps, il évolue dans son discours, dans le discours qu'il porte, d'un discours guerrier vers un discours plus civilisé, plus pacifié. Mais il évolue aussi beaucoup dans sa morphologie. Donc là aussi, c'est un peu une facilité, mais donc à Versailles, de part et d'autre de la Galerie des Glaces, dont le décor est intégralement consacré aux victoires, donc aux faits de guerre de Louis XIV. Vous avez d'un côté le Salon de la Guerre, dont le décor a été achevé pour Louis XIV et qui le montre en héros victorieux, mais en héros de guerre. Le Salon de la Paix, lui, son décor va être achevé sous Louis XV, et on voit Louis XV, alors certes avec une armure, mais qui apporte la paix à l'Europe. Donc il y a cette évolution qui est importante, et vous voyez que la morphologie des rois évolue. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce détail de la porte Saint-Martin, donc qui a été édifiée sous le règne de Louis XIV en 1674, donc qui est une des portes qui marque l'entrée de Paris, et où on voit Louis XIV nu, mais en Hercule gaulois, tout muscle bandé, dans une attitude extrêmement à la fois digne et martiale. Et 50 ans plus tard, Louis XV, lui, il est très décemment vêtu, mais il est dans une attitude beaucoup plus souple. La morphologie a beaucoup évolué. Et certains historiens, notamment dans un ouvrage récent, l'historienne Suzanne Caviglia, donc, où elle s'interroge justement sur la notion de bonheur, de plaisir, de paix, telle qu'elle est activée par les peintres du règne de Louis XV, elle s'est interrogée justement sur cette évolution morphologique du corps tel qu'il est présenté. Et je vous présente ce raccourci entre le corps du dieu Mars tel qu'il a été conçu sous la supervision de Charles Lebrun pour le décor des grands appartements de Versailles, qui est un corps donc au centre extrêmement verrier, musclé, contenu, rigide. Et vous voyez que sous le règne de Louis XV, les corps masculins qui sont peints, eux, sont beaucoup plus souples, musclés certes, mais détendus, apaisés, au repos. C'est ce qu'on voit dans un des tableaux les plus célèbres du début de la carrière de François Boucher, ce Mars et Vénus, ou ce qu'on voit aussi dans le tableau qui a été conçu pour le décor du salon de Psyché à l'hôtel de Soubise, où on voit un dieu de l'amour, lui aussi très, très détendu, et qui propose justement une morphologie masculine qui s'assouplit, qui se pacifie, qui se féminise. Et effectivement, c'est une inflexion du corps masculin qui est proposée, qui est sensible, qui est notable sous le règne de Louis XV et dont on peut proposer la lecture que je viens de vous faire. Alors le paradoxe, c'est que si le corps masculin se féminise, il joue avec un corps qui est en partie difficilement accessible, en partie du moins, qui est celui des femmes. Déjà, les nudités qu'on expose, ces corps très dénudés qu'on expose, ils ont quand même des limites. Déjà, la première, c'est qu'ils n'exposent pas les nudités. Et dans le vocabulaire académique de l'époque, les nudités, ça veut dire les parties sexuelles, en fait. Donc là, je vous présente un extrait du dictionnaire portatif des Beaux-Arts de Lacombe, où il dit que les nudités, ce sont des endroits où l'artiste a passé les bornes de la modestie. Bon. Et il cite d'ailleurs, ce que je trouve très, très intéressant, très révélateur, il cite quand même une statue de femme, la Vénus Médicis, que vous avez sous les yeux, qui est une nudité admirable. Effectivement, c'est une statue qui est très réputée, mais qui est intégralement nue. Alors, elle couvre un peu son sexe, mais son sexe est visible. Donc, elle coche un peu toutes les cases du corps interdit. Le corps interdit, le corps féminin, il est interdit dans les académies. À l'Académie royale de peinture et de sculpture, il n'est pas question de demander à des dames de poser publiquement, puisque ces séances sont souvent publiques, devant tous ces hommes, pour des raisons de décence. Alors, bien entendu, il y a des peintres qui font poser des femmes nues, mais c'est dans le cadre d'ateliers privés. Donc on est, comme toujours, sous l'Ancien Régime, on joue entre l'interdiction et les accords tacites. Mais ça donne
certaines images dont le statut est ambigu. C'est le cas notamment de ce sublime tableau de Pierre Soubleras, qui en plus a été probablement peint à Rome, donc dans la cité pontificale, où alors il y a encore plus de problèmes pour la représentation d'un corps véridique féminin, qui donne ce tableau extrêmement singulier. Et la question de l'accès par l'artiste au corps féminin, elle est très librement mise en scène par Watteau lui-même dans une série de dessins qu'on a rapprochés à un épisode de la biographie de Watteau qui a écrit le Comte de Caylus, donc ce grand mécène, cette grande figure qui a été proche un temps de Watteau au point qu'il a écrit une biographie du peintre. Et il explique que, donc, dans un cadre vraiment très intime, Watteau, Caylus et un troisième amateur qui pratique le dessin se rassemblaient donc dans des espaces privés pour faire poser le modèle. Alors il ne précise surtout pas le sexe du modèle, mais enfin dans le texte, il est question d'un Watteau qui est agréable, tendre, donc un vocabulaire qui renvoie au registre amoureux, disons, et qui laisse entendre qu'il s'agit de modèles féminins. Et effectivement, on a conservé toute une série de dessins d'après le modèle féminin nu ou fortement dénudé, qu'on a rapproché de cet épisode raconté par Caylus. En plus, certains des dessins ont appartenu à Caylus ou à des gens qui sont proches de son réseau de sociabilité, donc ça conforte l'hypothèse. Et là, ce sont des dessins qui sont extrêmement intéressants, puisque là, on est vraiment dans la représentation de modèles en situation d'atelier, avec un mobilier moderne et dans des attitudes qui sont des attitudes tout sauf mythologiques, académiques. On est vraiment dans des femmes qui se dénudent, qui retirent leur chemise ou qui la remettent, qui regardent parfois directement l'homme. Alors c'est une situation impensable en termes de décence, une femme qui regarde directement le statut de ces modèles comme des dames qui vivent du sexe, qui sont des prostituées très, très explicites pour ceux qui regardent les dessins, et qui sont une audace en fait dans l'expression de l'accessibilité au corps que pouvaient avoir les artistes, qui est reproduite par les dessins de Watteau. Et alors l'autre paradoxe, c'est que donc Caylus, de manière très embarrassée, dans la biographie de Watteau, dit que Watteau n'a jamais fait de peinture obscène, c'est le terme qu'il utilise. Donc aujourd'hui, on dirait peinture érotique, peinture libre. Et puis il se reprend et il dit s'il en a fait, juste avant de mourir, il les a toutes détruites. Alors non, apparemment. Et donc c'est ce qu'on voit avec ce tableau que vous avez sous les yeux, qui est donc directement dérivé du dessin, où on voit effectivement une dame en situation qui est accompagnée par une servante, qui regarde directement le spectateur, qui évoque une situation qui peut être celle de la prostitution. Le format est intéressant puisque le tableau est un petit tableau de chevalet, c'est pas le format miniature, c'est un tableau qui a ce format-là à peu près, mais le format est intéressant, ce format circulaire qui renvoie au format des tabatières, donc de ces images de corps dissimulés qu'on découvre dans des cercles de sociabilité très intimes. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le jeu des voilages. La femme est en train de mettre ou de retirer sa chemise, et il y a toute une série de rideaux autour d'elle, qui peuvent être le rideau du lit sur lequel elle s'installe, mais qui peuvent activer d'autres modèles de rideaux. Alors tout ça est proposé par ce tableau qui est un tableau un peu qui rassemble un peu toutes les questions de l'imagerie clandestine, l'accession à un corps caché, dévoilé dans certaines situations, ou morcelé aussi, qui est ce tableau donc de François Boucher, auquel j'avais consacré une petite monographie dans la collection Solo, éditée par le musée du Louvre. Donc on a ce tableau qui est un tableau, là, pour le coup, qui explicite son érotisme. On a une femme qui est représentée dénudée, qui regarde directement le spectateur, donc elle n'est pas effrayée par la situation. Donc on est dans une situation qui évoque le libertinage, probablement la prostitution. Transposée
dans un Orient très, très hypothétique. Elle est couchée sur un sofa. Le sofa lui-même, ça renvoie au titre d'un des romans libertins les plus célèbres à l'époque de Claude de Crébillon, qui s'appelle Le Sofa, qui, là aussi, transpose la réalité de la vie libertine du règne de Louis XV dans un Orient très rêvé. Il y a tout un jeu sur le système des voilages, dévoilages du corps proposé sur le tableau. Principalement, la dame est presque nue, elle n'est pas totalement nue, elle est représentée avec sa chemise, alors très retroussée. Or, la chemise, c'est le sous-vêtement ultime au XVIIIe siècle. On utilise parfois le terme nu en chemise, donc on est vraiment là dans l'atmosphère de l'intime corporel. On est dans un objet qui est un objet truchement dans l'érotisme. C'est activé notamment par un des textes érotiques les plus célèbres du XVIIe siècle, enfin qui a été de nombreuses fois réédité, recherché au XVIIIe siècle. On sait que Diderot, notamment, était un lecteur de ce texte, La Vénus dans le cloître, ou La religieuse en chemise. Alors c'est vraiment le texte libertin par excellence, puisque il est question de sexualité, mais en plus de blasphème, puisque il est question d'une religieuse qui est en chemise et qui découvre la sexualité. Donc cette chemise, c'est un élément du vêtement qui est marqué, qui est connoté, bon, en plus qui est quand même très opportunément retroussé. L'abondance aussi du voilage, c'est intéressant puisque ça joue sur le voilement et ça met encore plus en exergue ce qui est exposé sans voile, mais ce voilage et notamment ce grand rideau à l'arrière-plan qui se déploie, il active aussi l'habitude. On sait en fait qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les tableaux comme ça libertins, ils étaient protégés la plupart du temps par des rideaux. On le sait notamment par un texte de La Fontaine, un conte. Donc vous savez que les contes sont des contes célestes. Donc le tableau qui décrit des scènes de libertinage. Et La Fontaine dit « On m'engage à compter d'une manière honnête le sujet d'un de ces tableaux sur lesquels on met des rideaux. » Donc cette idée du rideau qui est un marqueur justement de l'espace clandestin, qui joue à voiler et à suggérer le dévoilement possible, éventuellement accessible, du corps qui est caché. Ça joue encore plus magnifiquement dans une autre des œuvres probablement érotiques, ultimes de l'œuvre de Boucher, qui avait été présentée dans l'exposition L'Empire des Sens au musée Cognac-Jay. Donc ce détail, cette étude d'un pied, qui lui aussi est dévoilé, et avec tout ce luxe de déploiement textile qui le met en exergue, le pied, qui est un des morceaux du cœur qui est très fétichisé au XVIIIe siècle. On le sait par un texte presque contemporain, même s'il est postérieur, le roman de Rétif de la Bretonne, Le Pied de Fanchette, qui met en scène donc Fanchette qui attise tous les désirs par la beauté magnifique de son pied. Et cette draperie, ce voilage, il joue parce qu'il suggère, par son simple déploiement, et ça c'est ce qu'on retrouve dans un des dessins les plus érotiques de Fragonard, donc cette étude pour un lit, peut-être le projet pour un lit véritable, où on voit ce déploiement textile qui suggère la présence ultérieure ou déjà possible des corps qui viendront s'y alanguir. Donc ces objets, ces voilages qui suggèrent très fortement les corps dévêtus qui peuvent s'y présenter. On sait qu'au XVIIIe siècle, il y a des systèmes de cache assez élaborés qui ont été produits dans l'atelier de Boucher pour couvrir, dans tous les sens du terme, les tableaux les plus libertins. Alors, donc j'avais proposé ça. Donc, il existe le tableau de l'Odalisque Brune. C'est un tableau qui n'a jamais été exposé publiquement au XVIIIe siècle, qui était tenu caché, mais quand même qui était connu parce qu'on connaît de nombreuses répliques et copies contemporaines du tableau. Le tableau lui-même a fini par être gravé, et on connaît parmi les répliques un tableau qui aujourd'hui n'est pas localisé, mais dont on a une photo en noir et blanc, qui est exactement aux dimensions du tableau, qui présente le même modèle, mais voilé. Et donc,
je suppose qu'il a pu servir de cache pour une des versions, voire pour la version principale du tableau. On sait que ça existait pour d'autres tableaux. Vous avez ce tableau de Boucher qui représente une dame qui pisse et pour lequel il avait fait concevoir par son atelier un autre tableau qui le couvrait, qui représentait la dame presque dans la même attitude, mais là, tout à fait vêtue et en train de donner une friandise à un petit chien. Alors, c'est de pire en pire. Voilà une série de tableaux qui a été commandée par un amateur extrêmement... là, on est vraiment dans des amateurs extrêmement fortunés, privilégiés. Mais là, c'est assez savoureux puisque c'est une série de tableaux érotiques qui sont commandés dans le cadre du courrier officiel par le frère de Madame de Pompadour, qui est le directeur des bâtiments du roi, donc celui qui dirige toute la commande artistique sous Louis XV à ce moment-là. Et donc, dans sa correspondance au directeur de l'Académie de France à Rome, Charles Natoire, il lui dit, voilà, je dois vous préciser que j'ai un cabinet fort petit et fort chaud où je ne voudrais que des nudités. Donc, et il commande donc aux peintres les plus importants de l'époque. Donc, c'est les 3 tableaux que vous avez sous les yeux. Donc, un tableau par Jean-Baptiste Marie-Pierre. Au centre, le tableau de Boucher, une sorte de démarcation de l'Esquebrune. Et puis, à droite, le tableau de Vanloo. Et il dit que tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de draperie, que les dames soient le plus nues possible. Donc c'est possible donc pour des amateurs extrêmement privilégiés, dans des espaces quand même très reclus. On sait qu'il s'agit d'une toute petite pièce qui était vraiment peu accessible. Le tableau qui est très intéressant, c'est le tableau qui est peint par Jean-Baptiste Marie-Pierre, qui représente une Io et Jupiter. Et ce tableau est une audace, c'est une pirouette, parce qu'il reprend la composition, détourne la composition du célèbre tableau sur le même sujet, peint par Le Corrège, qui était présent dans la collection du Régent, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, voici une gravure d'après ce tableau. Or, ce tableau érotique de la Renaissance avait été vandalisé par le fils du Régent, qui était devenu dévot, qui avait demandé, donc, une fois que le Régent était mort, donc de vandaliser ce tableau, en tout cas d'altérer ce qu'il y avait de plus choquant dans le tableau. Et alors tout ça est rapporté au moment où le tableau passe en vente. Le tableau vandalisé passe en vente. Mais c'est ça qui est intéressant, ce qui est le plus choquant dans le tableau, c'est pas le corps nu de la dame, c'est son expression de plaisir. Et effectivement, on a dans cette scène d'une femme qui fait l'amour avec un nuage, qui fait l'amour avec un songe, une évocation d'une femme qui se donne du plaisir toute seule. Et ce qui est le plus choquant, c'est son visage, plus que son corps même. Et Jean-Baptiste Marie-Pierre, quand il peint ce tableau, il est devenu le peintre du fils de celui du duc d'Orléans, le fils de celui qui a vandalisé le tableau. Et quelque part, il répare symboliquement le tableau. Donc en représentant un tableau où Io retrouve son visage, et il entérine tout ça avec un tableau qui est une audace, ce tableau d'une Io qui n'est que le visage d'Io et qui n'est que l'expression du plaisir tel qu'elle est représentée. Donc on comprend mieux l'audace de certains tableaux, comme ce petit tableau de Fragonard, les curieuses, délicieux tableau qui peut nous sembler presque innocent. Il n'en est rien. On est des jeunes femmes qui sont d'ailleurs dans la poitrine et dénudées, qui jettent des roses, qui attirent votre attention et dont le regard exprime l'intérêt, éventuellement le désir. Donc il y a cette partie qui est tout à fait intéressante. Le tableau de l'Odalisque Brune, il a aussi l'intérêt de dénuder une partie précise du corps. Alors j'avais proposé donc dans le solo d'identifier le commanditaire qui serait la Poplinière. La Poplinière, c'est un grand mécène, quelqu'un qui est très porté sur les arts, très porté sur le libertinage, qui a écrit pour lui-même un des romans les plus érotiques du XVIIIe siècle, Les tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie, dont une partie du roman se passe dans un harem oriental complètement fantasmé, et où il manifeste sa fascination pour les fesses, pour tout ce qu'on peut en faire, et donc vraiment avec une certaine audace, mais qui est rendue possible par le fait que ce texte est très peu accessible. Le texte, il a peut-être écrit à 4 mains avec Crébillon, et il l'a édité pour lui-même, il a imprimé pour lui-même en 2 exemplaires, dont un a été recherché, même récupéré par Louis XV, et un de ces exemplaires a été illustré
par un miniaturiste, et donc qui représente des images très explicites de rencontres charnelles. Et en fait, donc, les corps amoureux, les corps désirés, ils s'expriment en toutes lettres et en feuilles au cours du XVIIIe siècle. C'est par le médium du livre qu'on a les représentations les plus explicites du désir, du corps en interaction de désir. Alors, un des exemples célèbres, c'est une édition du Boccace, du Décaméron de Boccace, un texte ancien du XIVe siècle, un texte où il est souvent question d'adultère dans un cadre religieux avec des moines, enfin donc des choses qui étaient assez choquantes. Mais le texte, il est connu aussi puisque à ces images qui sont des images assez libres, on proposait d'ajouter une suite de 24 images qui étaient des images explicites dues à l'illustrateur Gravelot et qui là pour le coup représentent des images de sexualité totalement explicites et en même temps toutes ces images elles proposent une image explicite de la sexualité mais qui est une sexualité, disons, conforme, alors pas au livre de maintien, bien sûr, mais conforme, disons, à la sexualité telle qu'elle est proposée par les médecins. Enfin, là, je vous renvoie à l'ouvrage d'Alain Corbin, L'harmonie des plaisirs, sur un peu les normes qui pèsent sur le comportement sexuel idoine, qui est un comportement hétérosexuel, un comportement qui est un comportement de copulation, mais qui évite les autres pratiques. Il n'y a pas de masturbation, il n'y a pas d'autres pratiques. On est vraiment dans la pénétration. Et donc, ce sont ces images conformes qui sont proposées, conformes, si je puis dire, hein, pas à mettre sous les yeux, par le texte, les illustrations de Gravelot. Mais il y a d'autres textes qui iront plus loin ensemble. Il y en a deux qui sont très importants. Donc, l'histoire de Don Bougre, qui est un des premiers romans philosophiques, c'est-à-dire un roman qu'on qualifierait aujourd'hui de pornographique, mais qui est philosophique. Et là, il y a Colas Duflot qui a travaillé sur la philosophie contestataire qui est à l'œuvre dans les romans pornographiques du XVIIIe siècle. Philosophique puisque on propose de nouvelles normes de comportement, une liberté de pensée, une liberté par rapport à la religion, et puis une liberté dans la pratique sexuelle. Là, vous voyez qu'on a des pratiques sexuelles qui sont extrêmement variées, voilà, avec des ustensiles, à plusieurs, pendant la confession, homosexuelle. Enfin, on est vraiment dans des images qui sont très perturbantes. Ce qui est intéressant, c'est que le texte de Don Bougre, il est édité dès le départ illustré. Donc vraiment, l'image, elle fait partie du projet artistique du livre, au même titre que le texte. Et c'est le cas aussi pour un autre texte, qui est un texte très audacieux, parmi cette littérature philosophique du XVIIIe siècle, qui est Thérèse philosophe. Donc là, le texte va encore plus loin, puisqu'il a une narratrice, Thérèse, qui découvre la sexualité, mais qui explique en outre qu'il est hors de question pour elle de se marier, qu'il est hors de question pour elle d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'elle pratique beaucoup la masturbation, mais elle regarde aussi, elle est très informée de toutes les combinaisons possibles de la sexualité. Donc c'est ce que vous voyez sur cette image. Là aussi, le texte est illustré dès le départ. Et pour cause, j'ai envie de dire, puisqu'à la fin du roman, l'interaction avec le texte pornographique et avec l'image pornographique est mise en scène. Thérèse, elle ne veut pas avoir d'enfant, donc elle refuse la pénétration. Et il y a un jeu qui s'instaure avec quelqu'un dont elle est amoureuse et qui lui dit je respecte, mais regardez quand même ma collection de livres pornographiques, regardez quand même ma collection d'images, et si vous restez de marbre, très bien. Mais sinon, on ira plus loin. Et effectivement, donc dans l'illustration originale, vous voyez que à gauche, vous avez l'image qu'elle a sous les yeux. Et puis, cette image, elle la reproduit, si je puis dire, parce qu'elle est convaincue par l'image. Et j'ai envie de dire, et c'est avec ça que je vais terminer, toutes ces images, en fait, de la performance libertine au XVIIIe siècle, elles sont intéressantes parce qu'elles savent mettre en jeu l'implication du corps de la personne, homme ou femme, à qui ces images sont destinées. Alors, on est encore dans une société qui est totalement sous domination masculine. Donc, le corps
désirable dans ce système hétérosexuel, c'est d'abord le corps féminin. Donc on a très peu d'images d'hommes en train de réagir, mais on a d'autres images qui sont des images où on voit des dames qui réagissent. Là, ce sont deux images différentes. À droite, vous avez une image de mon cher Pierre-Antoine Baudouin, où on voit une dame qui a lu un roman et on voit qu'elle glisse sa main dans sa robe pour se soulager. À droite, de l'autre côté, vous avez une peinture de Châles, où là, on a une dame qui regarde un portrait ou qui regarde une image format tabatière et qui, elle aussi, est tout à fait prête à se soulager. Mais vous avez donc des images et des textes qui jouent sur l'interaction entre l'œuvre d'art stimulante et celui qui la reçoit. Alors, c'est un texte de Godard d'Aucourt qui s'appelle Thémidore, et où on a le personnage principal est Thémidore, est un narrateur qui est très porté sur la satisfaction de ses pulsions sexuelles. Et à un moment, il raconte qu'il est tout seul, donc il sort sa collection d'estampes libres, donc d'estampes érotiques, et qu'il est très stimulé. Parvient une jeune femme qui voit les images, qui elle aussi est stimulée. Donc ils font l'amour, et vous avez donc cette scène qui est représentée sur une copie manuscrite illustrée, probablement pour un amateur très privilégié, peut-être même pour l'auteur lui-même. Et il dit, voilà, qu'ils font l'amour, et les estampes répandues sur le lit jouèrent le personnage, donc ils se joignirent par leurs murmures et les caresses. Il y a une sorte d'interaction entre les corps réels de ceux qui reçoivent ces images et les images qui les ont stimulés. Thérèse Philosophe souvent joue justement sur cet engagement entre l'image du corps et le corps lui-même dans la satisfaction de ses désirs. On en a un exemple dans une des images où on voit donc un prélat qui fait l'amour avec une prostituée. Donc dans l'image, on voit qu'ils sont dans un décor qui reproduit un tableau. Le tableau est directement stimulant pour eux. Mais ça va plus loin. Beaucoup de textes libertins du XVIIIe siècle mettent en scène des espaces qui sont des boudoirs, donc déterminés pour la satisfaction du plaisir, où les images sont intégrées et font partie d'un dispositif qui est incitatif et qui vont amener donc les personnages à faire l'amour parmi les images, quelque part avec les images. Donc on a cet exemple dans l'histoire de Mademoiselle Brion, un roman de 1764, dont vous avez l'illustration. Et donc on parle d'un lit avec, dans l'alcôve du lit, une peinture érotique, qui est ici. Et donc là, vous avez les deux personnages qui s'apprêtent, eux aussi, à faire l'amour dans le lit, à proximité des images. L'image elle-même, on distingue Mars et Vénus qui font l'amour, épiés par le dieu Vulcain. Donc, on retrouve la même composition dans ce tableau de François Boucher. Il y a 3 tableaux de François Boucher qui sont aujourd'hui conservés à la Wallace Collection et dont on peut supposer qu'ils ont pu s'intégrer dans un dispositif qui était celui-là. On a un boudoir libertin du XVIIIe siècle qui est conservé dans l'actuel hôtel de la Marine, qui a été édifié dans les années 1770 sur la place de la Concorde, l'actuelle place de la Concorde, pour servir à l'intendance des menus plaisirs, donc des espaces où on commande des décors, des objets d'art pour le roi. Et pour le décor de l'appartement privé du premier intendant des menus plaisirs, Monsieur de Fontagneux, qui est un libertin notoire, il fait aménager un cabinet de glace qui est un espace avec des glaces, avec des miroirs partout jusqu'au plafond. On sait qu'il était agrémenté d'un lit de repos. On sait qu'il y recevait des dames tarifées. Et donc sur les glaces étaient peintes des dames toutes nues, qui étaient donc stimulantes. Et alors, son successeur a fait repeindre, rhabiller les dames, puis un tout petit peu, il a un peu censuré les images. Donc elles sont un peu moins libres qu'elles ne l'étaient probablement, mais n'empêche que le dispositif d'origine est conservé. Et c'est probablement un des espaces qui évoque justement ces espaces qui sont décrits dans les romans libertins, comme dans la conversion Le Libertin de qualité de Mirabeau, où il est question d'un sofa avec des glaces, où les amants font l'amour et se reproduisent en même temps que les figures qui sont peintes sur les glaces. Enfin, il y a tout ce jeu d'engagement du corps réel des récepteurs jusque en interaction, si je puis dire, avec les personnages.
Et je vais terminer ma présentation avec ce tableau tellement incroyable de Fragonard, donc qui représente ces amoureux en état de fusion. Le tableau est un tableau qui est une représentation tellement poétique, en fait, me semble-t-il, du désir amoureux qui est proche de sa satisfaction, avec une sorte d'équivalence, de réciprocité entre le désir amoureux. C'est un tableau qui est très troublant, en fait. C'est vraiment, on avait eu la chance de pouvoir le présenter dans l'exposition Fragonard amoureux, parce que c'est un tableau assez grand. Et en fait, les personnages qui sont représentés sont quasiment, ils sont à taille réelle, si je puis dire. Et le dispositif fait que quand on voit le tableau, on se sent aussi directement impliqué. Donc il y a ce jeu qui est, me semble-t-il, suggéré dans cette œuvre tellement poétique, mais qui joue de l'audace, de l'interaction entre le corps de celui qui regarde et le corps qui est représenté. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.